Chers collègues, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, conjointement avec la Commission des Affaires européennes et Danièle Auroi, sa présidente, Madame Zsuzsanna Grubješić, j'espère, Madame la Première ministre, que je prononce correctement votre nom. Vous êtes vice-première ministre de Serbie, chargée des affaires européennes. Et c'est vrai que nous sommes à un moment clé des relations entre la Serbie et l'Union européenne, puisque depuis mars dernier, votre pays a le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et je dois dire d'ailleurs que le fait que une ministre des Affaires européennes ait rang de première ministre devrait, à mon avis, inspirer beaucoup d'autres États. Donc nous sommes à deux titres heureux de vous recevoir. Alors nous savons que le processus d'adhésion est très compliqué. Il l'est toujours en raison des exigences de l'Union européenne, à la fois sur le plan économique et politique, exigences justifiées. Mais il faut que vous sachiez qu'il l'est particulièrement parce que c'est vrai que certains des processus d'adhésion ces dernières années ont soulevé beaucoup de questions. Il y a ici en France un peu le sentiment se développe que des exigences n'ont pas été tout à fait remplies avec d'autres pays. Et puis il y a des interrogations sur la finalité politique de l'élargissement. Donc nous en débattons souvent dans nos commissions. Et vous savez par ailleurs qu'en France, les nouveaux élargissements, après celui à la Croatie, devront être approuvés par référendum, en principe, ce qui impliquera évidemment que l'opinion publique soit particulièrement convaincue de leur légitimité et évidemment l'adhésion de votre pays compliqué également par le fait que vous avez vécu avec vos voisins un passé récent et d'ailleurs terrible, marqué par une guerre évidemment qui a ensanglanté l'Europe et qui continue à marquer l'histoire de notre continent. Alors, votre pays, depuis une dizaine d'années, a accompli des progrès spectaculaires dans la voie de la démocratie et de la normalisation de ses relations avec la communauté internationale et avec ses voisins en particulier. Ceci est évidemment, nous le savons et nous le reconnaissons tous. Et je veux saluer également votre coopération avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a été poursuivi constamment malgré les difficultés de politique intérieure qu'on peut imaginer. Et enfin, la Serbie a connu il y a quelques mois une alternance politique qui ne paraît pas avoir remis en cause son engagement européen. Et pourtant, le Conseil européen a choisi d'accorder la plus grande vigilance au processus d'adhésion. La France, évidemment, fait partie des États membres qui se sont le plus engagés pour que la Serbie obtienne le statut de candidat. Il y a entre nos deux pays des relations anciennes, très fortes, mais des conditions rigoureuses ont été posées. Je veux les mentionner ici. D'abord, il faut que le dialogue engagé avec le Kosovo se poursuive avec un engagement crédible et une mise en œuvre de bonne foi des accords conclus, une coopération active avec les missions internationales, la KFOR et EULEX. Ça, c'est évidemment une exigence avec laquelle on ne peut pas transiger et nous comptons évidemment sur vous, Madame la Première ministre, pour nous faire un point détaillé, d'une part sur votre programme de négociation avec le Kosovo, d'autre part sur la mise en œuvre des accords déjà conclus. À plus long terme, évidemment, il faut que nous sachions si la classe politique de votre pays est bien consciente que la reconnaissance du Kosovo, pas seulement des arrangements limités entre les gouvernements serbes et kosovars, est-ce que il y a une vraie prise de conscience dans votre pays
que la question de la reconnaissance du Kosovo risque de se révéler une condition préalable à votre adhésion effective, même si nous savons que cette condition n'est pas formellement posée aujourd'hui. Mais je préfère aborder cette question car nous sommes ici évidemment pour nous parler franchement. Alors, les rapports de la Commission ont reconnu d'une manière générale l'ampleur de l'effort accompli par votre pays sur le plan économique et politique pour vous conformer à l'acquis communautaire. Après, il y a les points préoccupants classiquement relevés, remarquez, chez tous les candidats à l'adhésion, mais je ne veux pas les passer sous silence. La lutte contre la corruption, la réforme du système judiciaire pour assurer une véritable indépendance des juges, la coopération avec l'Union européenne sur les flux migratoires et la politique des visas, et bien entendu les progrès à faire en matière d'environnement. Voilà. Il y a évidemment aussi des interrogations plus générales sur l'engagement européen du nouveau gouvernement, avec quelques événements qui ont pu nous inquiéter cet été. Mais vous nous en parlerez, puis vous aurez certainement beaucoup de questions, à la fois de Daniel Auroy, qui préside la Commission des Affaires européennes, et de nos collègues. Mais votre présence ici, Madame la Première ministre, et je vous en remercie particulièrement, montre l'importance que votre pays attache à ce processus d'adhésion, et nous espérons vivement que les conditions pourront être remplies pour que cela puisse se produire le plus rapidement possible. Alors, Daniel Auroy va maintenant intervenir avant que nous vous passions la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame Zuzana Grubjević, j'essaie aussi de prononcer à peu près correctement. Nous sommes, nous aussi, Commission des Affaires européennes, bien sûr, très contents de vous accueillir pour cette audition conjointe devant nos deux commissions. En effet, cette Commission des Affaires européennes que j'ai l'honneur de présider entretient des relations suivies avec la Serbie. Madame Elisabeth Guigou a rappelé à l'instant les liens historiques qu'il y avait entre la France et la Serbie. J'ai reçu récemment Madame Mirjana Nikolić, qui est ministre conseiller de l'ambassade de Serbie et qui a travaillé avec notre commission pour justement aborder les sujets que Madame Elisabeth Guigou vient de développer. Vous savez certainement aussi, mais je vais insister un tout petit peu là-dessus, que la Commission des Affaires européennes du Bundestag et notre Commission des Affaires européennes, nous allons faire un voyage conjoint à Belgrade les 10 et 11 avril prochains. Et nous tenons beaucoup parce qu'il y a, comment dire, un aspect symbolique dans ce déplacement conjoint. On sait bien l'histoire douloureuse dans le passé de l'Allemagne et de la France. Qu'elles aillent ensemble travailler avec la Serbie, qui a eu aussi une histoire douloureuse avec un certain nombre de ses États voisins, ça nous paraît effectivement être une volonté de vous dire bienvenue dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est un espace de paix. C'est un espace de solidarité. Et je crois que de ce point de vue-là, le travail que nous allons pouvoir faire à Belgrade, je l'espère, va permettre d'améliorer encore les relations que nous avons avec vous et du coup conforter ce statut d'État candidat à l'adhésion de l'Union européenne qui court depuis mars 2012 et pour lequel vous avez déjà rempli bien des conditions et fait bien des efforts. Le Conseil européen de décembre 2012 a annoncé d'ailleurs en vue d'une possible décision concernant l'ouverture de négociations d'adhésion de la Serbie qu'il examinera bientôt, c'est-à-dire au printemps 2013, sur la base d'un rapport que va présenter la Commission et la haute représentante, les progrès réalisés sur les questions qui se posaient encore fin 2012. En effet, je me permets de rappeler que dans ses conclusions de décembre sur la stratégie d'élargissement, le Conseil, tout en reconnaissant que la Serbie poursuit le travail qu'elle a engagé afin de se conformer de façon satisfaisante aux critères politiques et aux conditions de processus de stabilisation et d'association, tout en saluant la dynamique récente en faveur de la réforme du secteur judiciaire et l'adoption d'un nouveau plan de lutte contre la corruption, a encouragé votre pays à poursuivre ses efforts. Bien entendu, la ligne définie par le Conseil européen, vous la connaissez. Je rappelle à mon tour que nous portons une attention particulière au progrès dans le domaine de l'état de droit,
l'indépendance de la justice, la protection des minorités, de toutes les minorités, nous avons quand même quelques questions par rapport à cela, la lutte contre la discrimination fondée sur les orientations sexuelles. Nous avons un mauvais souvenir de ce qui s'est passé à Belgrade par rapport à des manifestants qui essayaient de faire reconnaître les droits des homosexuels, ou encore, bien sûr, et c'est fort important, l'amélioration de l'environnement économique d'une façon générale. Merci Madame la Première ministre de nous éclairer sur l'état d'avancement donc de tous ces programmes de réforme qui permettent une ouverture plus classique à l'adhésion. Par ailleurs, et Madame Elisabeth Guigou l'a souligné, il y a pour ce processus d'adhésion le conditionnement de vos relations avec le Kosovo. Et de ce point de vue-là, nous avons perçu favorablement le récent accord entre la Serbie et le Kosovo en matière de douane et de fiscalité. Et il semble cependant qu'il y ait des tensions qui persistent, notamment à la suite de la présentation par la Serbie récemment, fin décembre 2012, d'une plateforme de négociation sur le Kosovo que le Kosovo conteste. Donc, à l'instar du président Van Rompuy, qui a récemment rencontré les premiers ministres de Serbie et du Kosovo, nous encourageons bien sûr votre État et le Kosovo à encourager, à approfondir leur dialogue. Je crois que vous y êtes vous-même très favorable, puisque vous avez déclaré le 22 janvier dernier, c'est-à-dire tout récemment, devant la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue entre Belgrade et Pristina. Ça nous semble tout à fait de bon augure et merci de nous éclairer sur ce sujet-là. Donc je ne vais pas être plus longue parce que Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères vous a bien noté les questions que nous avons posées. Je ne doute pas que la Serbie aujourd'hui a à cœur à répondre à toutes les attentes européennes et j'espère que bientôt nous pourrons vous dire, comme nous avons dit il n'y a pas si longtemps à la Croatie, bienvenue dans l'Union européenne. Je vous remercie. Première ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'être le premier membre du gouvernement serbe à s'adresser à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections en France et en Serbie. L'intégration européenne est née en France. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, cette visite a une grande importance pour mon pays et pour moi personnellement. Je voudrais remercier avec gratitude à la France pour avoir politiquement soutenu la Serbie sur la voie européenne en décembre 2012. Et j'espère aussi que votre pays soutiendra l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne en juin 2013. Mais permettez-moi maintenant de continuer en serbe parce que je ne parle pas bien français. Malheureusement, c'est vrai. Si, c'est très bien. C'est très difficile pour moi de continuer en français. Tout d'abord, je souhaite vous informer que le gouvernement de la République de Serbie est formé de 3 coalitions et de 2 partis de minorité. La coalition au pouvoir est représentée par 147 sur 250 députés. Mais le nombre de députés qui comprennent les forces pro-européennes est beaucoup plus grand. À peu près 200 députés soutiennent les intégrations européennes de la Serbie. Étant donné qu'auparavant j'étais également députée, c'est encore un plus grand plaisir d'être ici parmi vous, étant donné que j'ai participé non seulement dans le processus des intégrations européennes de la Serbie, mais également j'ai participé à tous les travaux parlementaires de la Serbie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'histoire entre la Serbie et la France est très longue. Nous avons beaucoup de liens, aussi bien culturels que familiaux, et nous avons également signé en 2011 un partenariat stratégique. Nous avons aujourd'hui une coopération très concrète, notamment dans le domaine des intégrations européennes, mais ainsi dans le domaine
des échanges culturels, économiques et dans le domaine de la sécurité intérieure. J'espère que ma visite en tant que vice-première ministre sera quelque chose qui stimulera nos deux gouvernements et nos deux parlements de coopérer encore plus étroitement dans tous les domaines qui sont d'une importance commune pour nos deux pays. Pour la Serbie, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le soutien technique et politique que la France lui apporte lors des intégrations européennes de la Serbie. Nous avons déjà entendu que le Conseil européen, en mois de décembre l'année dernière, a salué les progrès de la Serbie et a dit que la Serbie pourrait avoir une date fixée très prochainement pour le lancement des négociations. Bien évidemment, nous avons continué nos réformes dans certains domaines, notamment la normalisation de nos relations avec Pristina, l'amélioration des droits des minorités et l'amélioration de l'environnement des affaires. Le gouvernement de la République de Serbie est engagé à poursuivre ces réformes afin d'être certaine d'avoir une date fixée pour le lancement des négociations en mois de juin cette année. Cela est d'une importance cruciale afin de maintenir le rythme des réformes dans notre société. Le soutien du gouvernement français et du Parlement français est très important afin que l'octroi de la date de lancement des négociations puisse devenir une réalité sur la recommandation de Catherine Ashton et du Stefan Füle. J'espère que notre rencontre favorisera également les intégrations européennes pour la Serbie et nous aidera à ce que cette date de lancement de négociations devienne une réalité. Nous sommes conscients du fait que pour cela, il est très important que la Serbie normalise ses relations avec Pristina. C'est le seul moyen de poursuivre notre chemin. La Serbie est consciente du fait qu'il s'agit d'un problème complexe, mais nous savons que nous devons travailler ensemble de façon pragmatique. Nous devons être flexibles afin de trouver une solution acceptable pour tous et notamment pour les citoyens qui vivent au Kosovo. Nous croyons que nos partenaires européens salueront une avancée visible. Permettez-moi de vous dire que la mise en œuvre de l'accord sur les passages de frontières est en fonction. Aujourd'hui, il y a 4 passages frontiers qui sont en fonction. Nous attendons à ce que les 2 autres soient fonctionnels prochainement. Nous allons également commencer des négociations avec le Pristina dans le domaine des télécommunications et de l'énergie. L'accord politique entre Monsieur Taci et Monsieur Dacic sont en cours. Un nouveau cycle de négociations devrait avoir lieu le 19 et 20 février. Vous savez que récemment, le président de la Serbie, Tomislav Nikolic, a rencontré la présidente du Kosovo, Atifeta Yarjaga, ce qui a été un pas symbolique et ce qui nous prouve que le temps est venu pour avoir un accord historique entre nos 2 peuples. L'Assemblée nationale de la Serbie a adopté une résolution
résolution sur les principes généraux pour les négociations avec Pristina. Parallèlement avec cette avancée sur le dialogue avec Pristina, le gouvernement de la Serbie fait des efforts énormes afin d'entreprendre les réformes nécessaires, notamment dans le domaine de l'état de droit, la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité organisée, la protection des minorités et l'avancement de notre économie. Nous sommes conscients du fait que nous devons faire toutes ces réformes non seulement parce que l'Europe nous le demande, mais parce que nous devons le faire pour le bien-être de nos citoyens. Nous voulons être tout à fait prêts pour rejoindre l'Union européenne afin de rejoindre l'Union européenne en tant que partenaires égaux. Nous avons adopté un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne afin de poursuivre nos intégrations européennes. D'ici la fin de février, nous allons adopter un plan national pour l'harmonisation de l'acquis européen, ce qui représentera un plan sur 4 ans. C'est la période pendant laquelle nous devrions harmoniser notre législation avec la législation européenne. Depuis la formation de notre gouvernement jusqu'ici, nous avons démontré notre volonté de faire ce qu'il faut faire concernant la réforme judiciaire, notamment de corriger les erreurs de la réforme précédente. Et concernant le domaine des droits de l'homme, des droits des minorités, c'est un domaine qui a pour nous une grande importance. Nous souhaitons établir de nouveaux standards dans notre société, notamment pour les minorités. Concernant les droits de l'homme et les droits des minorités, le cadre législatif est assez développé. Les droits des minorités et les droits de l'homme sont garantis par notre Constitution et par la loi sur les droits de l'homme et les droits des minorités et avec la loi contre les discriminations. Mais aujourd'hui, nous devons appliquer mieux toutes ces lois. Notre souhait est d'adopter certains documents stratégiques afin de nous permettre d'avancer dans tous ces domaines et afin de nous permettre de mieux appliquer toutes ces lois. Il y a eu une conférence qui s'est tenue le 13 décembre 2012 à Belgrade qui a marqué le début du projet contre la discrimination du groupe LGBT avec certains autres pays qui ont participé à cette conférence, comme par exemple Monténégro, l'Albanie, Lettonie et Lituanie. C'était la première fois qu'une telle conférence fut organisée en Serbie. Nous souhaitons également finaliser la stratégie pour la non-discrimination des Roms, qui nous permettra également d'améliorer le statut des minorités et des groupes marginalisés. Il s'agirait d'un premier document au niveau d'État qui nous permettra de protéger ces groupes minoritaires et ces groupes sensibles. Je souhaiterais maintenant dire quelques mots sur l'économie serbe et sur la relance économique et sur la sortie de la crise économique. Afin d'améliorer une situation économique qui est très difficile en Serbie, l'Assemblée nationale serbe a adopté un budget cette année qui prévoit un déficit de 3% du PIB, ce qui représente une réduction de 50%.
Le ministère des Finances est en train de préparer une réforme du système du système fiscal afin d'améliorer les conditions pour les entreprises en Serbie. C'est quelque chose sur lequel le gouvernement travaille activement. Le plus gros problème de l'économie serbe et de la société serbe est un très grand taux de chômage, mais pour la première fois depuis quelques mois, nous avons réussi à stopper la hausse de ce taux de chômage. Nous nous attendons également à une augmentation du PIB de 2%. Ce n'est pas une projection de notre gouvernement, mais des institutions financières, de la Banque mondiale ainsi que de la BERD, afin que la Serbie, et par conséquent la Serbie peut espérer une sortie de crise prochaine. Permettez-moi également de dire quelques mots sur la coopération régionale. Aujourd'hui, cette année, nous allons fêter le 10e anniversaire du sommet de Thessalonique. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. La Croatie rejoindra l'Union européenne le 1er juillet cette année, ce qui sera un signe encourageant pour toute la région. Mais nous sommes conscients du fait que l'Union européenne est aujourd'hui tournée sur elle-même, sur les problèmes qu'elle rencontre, ce qui veut dire que notre région doit faire en sorte d'obtenir des encouragements supplémentaires de la part de l'Union européenne afin que notre région se sente réellement partie de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas ignorer la perspective européenne des pays de notre région. L'Union européenne n'est plus seulement une idée, il s'agit d'un concept qui permettra à tous les pays d'avoir la paix, la stabilité et la prospérité. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui avec vous afin d'aider la Serbie sur son chemin vers l'Union européenne. J'espère que nous nous verrons au mois d'avril à Belgrade et que vous pourrez à ce moment-là voir par vous-même les avancées accomplies et les progrès accomplis par la Serbie. Et je reste à votre disposition pour les questions que vous avez à me poser. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Première ministre. Pour déjà les réponses que vous avez commencé à nous donner aux questions que Daniel Auroy et moi vous avons posées. J'ai beaucoup d'inscrits, donc je vais regrouper les questions. Vous pourrez répondre globalement. Alors, Jean-Pierre Dufaux, dont je veux souligner qu'il rapportera ici même tout à l'heure, après votre départ, sur le projet de loi qui va approuver l'accord de coopération politique et de sécurité entre la France et la Serbie, qui demande à être ratifié par notre Assemblée nationale. Alors, Jean-Pierre Dufaux. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Première ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir. Enlevez votre casque. D'accord. Nous sommes très heureux de vous accueillir et personnellement, dans le mandat précédent, j'étais président du groupe d'amitié France-Serbie et j'ai suivi tout le processus de la marche vers l'entrée dans l'Europe. Je me réjouis que, à ce niveau, la politique de la Serbie n'a pas changé, quelles que soient les fluctuations de politique intérieure, et que le président Nikolić s'est inscrit dans le mouvement du président Tadić pour justement aller vers l'Europe, et nous nous en réjouissons. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit concernant les standards ou la question du Kosovo que vous connaissez, pour lesquels vous avez déjà commencé de répondre, mais puisqu'on a souligné, avec raison, j'ai eu le loisir de le vérifier, les liens d'amitié très forts, historiques et
je dirais, sentimentaux et culturels entre la France et la Serbie. Il n'est que voir le monument aux morts face à l'ambassade de France à Belgrade, pour l'illustrer. Je m'étonne un peu que, du point de vue économique, les liens économiques entre la France et la Serbie et les échanges aient plutôt tendance à diminuer. Donc l'amitié, le rapprochement culturel, c'est une belle chose, mais le monde actuel nous oblige aussi à traduire ces amitiés en termes plus économiques. La part de marché de la France est de moins de 3% en 2010 en Serbie. Nous sommes passés du rang de 11e fournisseur, de 5e fournisseur à la 11e place, dépassé par des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Chine. Alors, est-ce qu'il est possible d'envisager, avec ce que vous avez évoqué sur une refonte de l'imposition par rapport aux entreprises, des liens économiques renforcés avec la France, et qu'est-ce que vous attendez de la France pour que l'on puisse effectivement renforcer ces liens? Deuxième élément, quelle est la part de l'enseignement du français dans les langues en Serbie? Après le lycée de Belgrade, mais est-ce que le français continue d'être une langue prioritaire en Serbie, ou est-ce que malheureusement, dépassé par d'autres, il est relégué au rang de deuxième langue? Et comment se poursuit l'enseignement du français? Merci. Merci, chers collègues. Avi Assouli. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Première ministre. Merci de nous honorer de votre présence. Et je voudrais vous poser une question particulière. Je suis député des Bouches-du-Rhône et je voulais vous dire que la porosité des frontières de l'Europe sont une menace pour nos démocraties en matière de contrôle des armes de guerre. Ce sont aux frontières de l'Italie et des Balkans que se font de trop nombreuses transactions d'armes de guerre issues du conflit des Balkans, bien sûr, dans les années 90. Et les armes qui circulent à Marseille, notamment, et dans les Bouches-du-Rhône, ont fait ou continueront peut-être, je l'espère pas, des morts. Et ces armes sont originaires de cette zone. Donc je me réjouis, bien évidemment, que nos polices puissent collaborer pour une grande efficacité afin d'endiguer cette menace. Alors la question du contrôle des armes et de la lutte contre les mafias qui prospèrent sur ce sujet est-elle à l'ordre du jour, Madame la Vice-Première ministre? Merci, chers collègues. Lionel Lucas. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, très heureux de vous saluer à 2 jours de votre fête nationale. Et comme l'a rappelé notre collègue Dufaux, les liens historiques de la France et de la Serbie sont des liens d'amitié. Donc c'est avec ce souci-là qu'avec mes collègues, nous sommes heureux de vous rencontrer. J'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est quelles sont vos relations aujourd'hui avec la Bosnie-Herzégovine? On parle souvent de la Croatie, mais quelle est la nature de vos relations? Et puis, d'une manière plus générale, comment vous situez-vous aujourd'hui entre votre partenariat stratégique très fort avec la Russie et vos relations avec les États-Unis, et en particulier, comment percevez-vous l'OTAN aujourd'hui, compte tenu d'un passé un peu douloureux, et comment vous situez-vous entre ces deux grands États qui influent sur les relations internationales et en particulier au niveau européen? Merci, André Schneider. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Première ministre, vous avez en partie déjà répondu aux questions sur le Kosovo. J'aurais néanmoins souhaité que vous en disiez un petit peu plus long. Et j'ai eu personnellement l'occasion de vivre au Parlement serbe un petit moment difficile au moment de l'indépendance du Monténégro. Et j'aurais souhaité que vous nous disiez quelques mots sur les relations actuelles entre vous et le Monténégro. Pierre Lequillet. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la Première ministre, je voudrais vous demander d'abord une question qui est en relation avec celle de Lionel Lucas.
Je sais que pour l'instant, vous n'êtes pas candidat à l'OTAN, et on peut le comprendre compte tenu de ce que vous avez connu de mars à juin 1999. Mais je voulais savoir si c'était exclu ou si vous en discutiez dans les milieux politiques serbes. Et puis, je voulais vous poser une question. Vous avez dit qu'il y avait des progrès qui avaient été faits en matière de justice, et vous savez que l'Europe sera très vigilante là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce que vous avez été assez brève sur ce sujet? Merci. Thierry Mariani. Madame la Première ministre, à mon tour, bien sûr, je me réjouis de l'entrée prochaine de la Serbie au sein de l'Union européenne, compte tenu des liens historiques avec la France, même si je pense que cette entrée ne pourra pas se faire sans quand même une nécessaire réforme le plus rapidement possible des institutions européennes. Le jour où vous rentrerez, à supposer que vous soyez le seul pays de cette zone, ça signifiera quand même, par exemple, qu'il y aura 3 commissaires pour l'ex-Yougoslavie, un seul commissaire pour la France. Jusqu'à quel moment la France va-t-elle accepter, je veux dire, ce genre de points? Mais je voudrais revenir simplement sur votre conclusion. Vous avez dit comme dernière phrase, et je ne mets pas en doute bien sûr la traduction, l'Europe c'est un concept de paix et de stabilité. Ce n'est pas que la paix et la stabilité, c'est aussi à l'origine un projet politique. Et moi j'aurais voulu savoir pour quelles raisons vous rentrez aussi, quel est votre projet politique en rentrant dans l'Europe. Il n'y a pas que les échanges, il n'y a pas que le droit des minorités, il y a aussi une Europe de la défense. Quel est votre projet vis-à-vis de l'Europe de la défense, et quel est votre projet vis-à-vis des relations, ça a été dit par Lionel, avec la Russie ou avec par exemple les États-Unis? Merci. Philippe Cochet. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Première ministre. J'irai en complément de ce que dit Monsieur Mariani. Vous avez rajouté le terme prospérité. Donc dans le triptyque que vous évoquez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui l'élargissement de l'Europe suscite beaucoup d'interrogations de la part déjà des membres de l'Union européenne. Et la question qui se pose est notamment par rapport aux atouts que la Serbie a. Selon vous, quels sont les atouts notamment économiques que peut apporter la Serbie au niveau européen? Et je pense notamment sur l'aspect industriel, parce que vous aviez historiquement un certain nombre d'activités qui étaient reconnues en tant que telles. Et selon vous, est-ce que ce sera un élément supplémentaire, pour justement vous permettre d'avoir une adhésion complète, pleine et je dirais saine au niveau de l'Union européenne? Merci. Je vous demande d'éteindre vos appareils traducteurs quand vous parlez, parce que c'est compliqué pour les interprètes après. Jean-Claude Guibal. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Première ministre, ma question reprend des questions qui ont été posées jusque là à l'instant. Votre intention d'entrer dans l'Union européenne, vous l'avez caractérisée par votre souhait d'y trouver paix, stabilité et prospérité. Donc la question, elle a déjà été posée. Dans quel projet, quelle conception avez-vous de l'Europe? Quelle Europe envisagez-vous? Quel rôle envisagez-vous d'y jouer? Et quand vous parlez de paix et de stabilité, est-ce que cela concerne aussi la paix et la stabilité au niveau régional, celui des Balkans? Je vous remercie. Chantal Guittet, la dernière. Voilà. Merci Chantal. Alors, Madame, je ne sais pas si Daniel Auroy a d'autres questions complémentaires. Je crois qu'on a couvert un bon champ. Merci Madame la Première ministre de bien vouloir répondre. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre. Si jamais j'oublie quelque chose, ou bien si vous n'êtes pas satisfait par la question, vous pouvez la redemander. Vous êtes des députés, vous pouvez soumettre un amendement et je vais essayer d'y répondre encore mieux. Si j'oublie quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vais commencer par la première question, les relations économiques bilatérales entre la
France et la Serbie. Les données que j'ai reçues des ministères en Serbie ne sont pas les mêmes que celles que vous nous avez données. Donc la France n'est pas au 11e rang aujourd'hui, mais au 4e rang. Donc je vous donnerai quelques données maintenant concernant l'exportation et l'importation. En 2011, les exportations de la Serbie vers la France étaient 221 millions d'euros et l'exportation 387 millions d'euros. En 2012, pendant les 6 premiers mois, l'exportation c'était 111 millions d'euros et l'exportation et l'importation 2004 millions d'euros. Donc selon les investissements en France, la France est au 4e rang et nous avons l'intention d'intensifier les relations et les investissements avec les régions en France. Et récemment, il y a un accord qui a été signé entre la province autonome de Voïvodine et la Bretagne. Donc, bien évidemment, la France a l'intention d'améliorer des relations bilatérales entre la France et la Serbie. Et bien évidemment, toujours les relations peuvent être meilleures et peuvent être plus riches. Ensuite, je passe à la deuxième question. Je ne peux pas vous dire combien d'enfants aujourd'hui apprennent le français dans les écoles en Serbie, mais le français est une des 3 langues qui s'apprennent le plus dans les écoles en Serbie. Les élèves en France commencent à apprendre les langues étrangères à 7 ans, donc au début du primaire. Et ensuite, ils choisissent, donc ils ont une langue qui est obligatoire et une langue qui est optionnelle. Donc il y a l'anglais, le français, l'allemand et je peux dire le russe aussi également. Donc en fait, ce sont les 4 langues que les élèves en Serbie apprennent dans les écoles primaires, ensuite au collège et au lycée. Donc les enfants en Serbie apprennent toujours 2 langues et par la suite à l'université ils prennent une langue la plupart du temps. En fait, il y a toujours une langue étrangère qui est dominante et il peut y avoir une deuxième langue. Si vous avez besoin des données plus précises, je peux demander au ministère de l'Éducation et je vais revenir vers vous. Concernant les armes maintenant. Et donc la région de Bouches-du-Rhône et donc en fait tous les incidents avec des armes qui sont de provenance qui sont la conséquence des guerres et des conflits dans les Balkans. Je peux confirmer ici que les forces policières coopèrent non seulement avec la police française mais avec d'autres pays également et que nous participons très activement dans toutes les institutions internationales, notamment les institutions internationales qui ont comme objectif la lutte contre le crime organisé, contre la corruption. La Serbie, sur le plan intérieur, également lutte contre tous ces phénomènes et nous avons quelques résultats qui sont très significatifs. Nous travaillons également avec les policiers américains parce que bien évidemment tout ce qui concerne les stupéfiants c'est quelque chose de très important et il faut vraiment réunir tous les efforts et combattre tous ces phénomènes ensemble. Ensuite, il y a eu quelques questions sur les relations bilatérales de la Serbie avec ses voisins dans la région. Je vais essayer de répondre ensemble. En ce qui concerne les relations de la Serbie avec la Bosnie-Herzégovine, après la formation du nouveau gouvernement, une des premières visites du président serbe s'est rendue à Sarajevo. L'année dernière, il y avait une délégation de très haut niveau qui s'est rendue en Serbie récemment. On peut dire que les relations entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine sont bonnes. Avec un message très clair de la part de la Serbie qui respecte la souveraineté territoriale et l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine. Donc la Serbie a un droit moral comme un des signataires de l'accord de Dayton de 1995. En ce qui concerne nos relations avec le Monténégro, je peux dire que nos relations sont excellentes et très amicales. La séparation de la Serbie avec le Monténégro a été faite d'une manière tout à fait civilisée après le référendum qui a été organisé au Monténégro. Et donc, en fait, ce sont les citoyens du Monténégro qui ont décidé que la Serbie devienne aussi un État indépendant. En ce qui concerne les questions stratégiques avec la Russie et les États-Unis et les relations avec l'OTAN, il y avait plusieurs questions sur ce sujet. Je vais essayer d'y répondre globalement.
En ce qui concerne la Russie, la Serbie a avec la Russie quelque chose que d'autres pays des Balkans ne l'ont pas, et c'est l'accord sur la libre circulation des marchandises. Donc après, en fait, les pays de l'Union européenne peuvent également utiliser la Serbie pour exporter les marchandises vers la Russie. Malheureusement, ni la Serbie ni d'autres pays n'utilisent au maximum cet accord, mais bon, peut-être dans l'avenir ça viendra. Avec la Russie, nous avons des relations qui sont très bonnes au niveau économique et à tous les autres niveaux. Avec les États-Unis, nos relations sont également bonnes, notamment dans le domaine de l'industrie militaire et de la coopération policière, et cela dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et la corruption. En ce qui concerne l'OTAN, la Serbie fait partie du partenariat pour la paix et participe activement dans tous les projets du partenariat pour la paix, mais la Serbie, donc le gouvernement d'aujourd'hui et les gouvernements d'avant, doivent respecter la résolution du Parlement serbe en 2007 où la Serbie a proclamé la neutralité militaire. Donc, devenir membre de l'OTAN, c'est pas un débat en Serbie aujourd'hui, c'est pas un débat sérieux. Quand je dis sérieux, je dis un débat rationnel et pas émotionnel. Donc les bombardements de 1999, c'est encore quelque chose qui est très frais, très présent dans les mémoires. Donc un débat rationnel sur des avantages qui pourrait avoir la Serbie en devenant membre de l'OTAN, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais je m'attends à ce que dans les années à venir, les débats sur l'OTAN vont commencer à être présents en Serbie, et parce que la Serbie va devenir un pays qui va être entouré avec tous les pays qui sont membres de l'OTAN, et donc en fait la Serbie se trouvera la seule qui ne fait pas partie de cette alliance. En ce qui concerne la réforme du système judiciaire, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire quelles sont maintenant, en fait il y avait la question qui m'a été posée, du coup je vais vous donner quelques informations là-dessus. Quelque chose de très important a été déjà fait. La Cour constitutionnelle a regardé les plaintes des juges qui n'ont pas été reconduits, et donc en fait maintenant, plus que 500 juges ont été remis à leur poste, et ça c'était quelque chose de très important, c'était quelque chose parmi les premières choses que le nouveau ministre de la Justice a fait. Également, nous faisons l'analyse du réseau des tribunaux sur le territoire de la Serbie pour voir ce qu'on pourrait faire dans l'avenir, soit diminuer le nombre de tribunaux, soit les augmenter, parce qu'en fait, la précédente réforme a été faite de cette manière que dans beaucoup de villes, il n'y a plus de tribunaux, même les tribunaux qui sont tribunaux de base. Donc la nouvelle stratégique de la réforme du système judiciaire et le plan d'action devrait se trouver en procédure, devrait être adopté jusqu'à la fin du mois de mars de cette année, et je dirais que le ministère de Justice mène cette réforme avec des experts que les pays de l'Union européenne nous ont envoyés, et la France également. Donc merci beaucoup de nous avoir envoyé vos experts qui nous aident aujourd'hui. Et nous travaillons également étroitement en collaboration avec la Commission de Venise et la Commission européenne. Un des députés a dit que la Serbie devrait rentrer dans l'Union européenne, mais bon, j'espère que ça arrivera un jour. Mais là, pour nous, là maintenant, il faut qu'on commence les négociations avec l'Union européenne. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais nous savons que pendant les négociations, la Serbie va changer, elle va adopter, elle va harmoniser sa législation. Parce qu'en fait, l'objectif de la Serbie n'est pas uniquement de devenir membre de l'Union européenne, mais l'objectif est d'utiliser les négociations pour l'adhésion de l'Union européenne pour s'adapter, pour s'aligner sur les normes européennes. Nous savons très bien que la politique d'élargissement n'est pas quelque chose de très à la mode dans l'Union européenne en ce moment, mais elle n'était pas très populaire non plus avant le début de la crise économique. Ce que la Serbie demande aujourd'hui, elle demande la date pour le début des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne. Ensuite, dans les années à venir, nous parlerons de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Mais ce que je souhaite souligner ici, c'est que la Serbie, culturellement, économiquement, socialement, en fait, la Serbie appartient
à l'Europe, et donc il faudrait que la Serbie fasse partie de l'Union européenne également, de ce cadre institutionnel. Et donc en fait, le gouvernement serbe soutient le processus de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Ça a été fait sous l'ancien gouvernement et ça va être fait ça va être ainsi dans l'avenir. Donc vous avez posé la question aussi, est-ce que la Serbie, est-ce qu'elle va être un poids supplémentaire pour l'Union européenne? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait la Serbie ne représente pas un poids pour l'Union européenne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la Serbie reçoit de l'Union européenne uniquement les fonds à travers le programme IPA, et ces fonds s'élèvent à 200 millions d'euros par an. Grâce à ces fonds, nous avons réussi à avoir la production industrielle qui augmente pour la première fois depuis des mois ce janvier. Donc en fait, elle a augmenté de 2% et nous espérons que cette tendance va continuer et qu'elle va se prolonger dans les années à venir. Je vous ai dit, le plus gros problème de la Serbie aujourd'hui, c'est le chômage. Donc le chômage n'augmente plus. Mais ce que nous essayons vraiment de faire aujourd'hui, c'est de créer le climat, l'environnement pour les investisseurs étrangers et domestiques et de leur donner vraiment beaucoup de soutien pour ouvrir des postes, pour réussir à baisser le chômage ainsi. Nous avons réussi d'augmenter les exportations de la Serbie de 20%. Vous savez que Fiat est présent en Serbie, dans une ville qui est au centre dans la Serbie centrale, à Šumadija, et grâce aux exportations de Fiat et grâce aux entreprises qui sont venues avec Fiat, donc en fait tous ceux qui produisent les composantes pour les voitures, il y a également des entreprises américaines et nous pouvons nous attendre à ce que les exportations serbes augmentent davantage jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement serbe prépare également le soutien pour le secteur des pour les informations technologiques et nous considérons que c'est très très important. IT, le domaine des informations technologiques, c'est quelque chose de très très important et nous allons y travailler pendant cette année et dans l'année à venir. J'espère que j'ai réussi à répondre au moins à quelques-unes de vos questions, mais je vous ai déjà dit, donc si vous voulez plus de détails, si vous voulez que je précise quelque chose, je suis là. Que vous êtes très engagé dans le rapprochement avec l'Union européenne. Je crois que la question du Kosovo, sur laquelle vous avez eu la plupart des questions, est évidemment pour nous le point tout à fait crucial. Je ne vous cache pas que nous serons très vigilants là-dessus parce que nous avons évidemment le souci que le processus d'adhésion que vous souhaitez soit un élément, l'élément de pacification de cette région et que rien ne pourra se faire sans que les relations, mais concrètement, entre la Serbie et le Kosovo entrent dans une nouvelle phase. Je crois qu'il sera important à un moment donné de reconnaître aussi le génocide, ce qui n'est pas encore fait. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre franchise, pour la concision et la précision également des réponses à vos questions. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale française très engagés sur l'amitié particulière qui lie la Serbie à la France pour des raisons historiques que Jean-Pierre Dufaux a bien fait de rappeler tout à l'heure. Donc nous serons un appui certain, comme nous l'avons déjà été, dans votre processus de rapprochement avec l'Union européenne, mais le degré de nos exigences ne faiblira pas pour la réussite même, évidemment, de ce processus d'adhésion. Thierry Mariani a soulevé une question institutionnelle importante. Elle ne s'adresse pas qu'à la Serbie, mais c'est vrai que, je vous le signale quand même, au début des communautés européennes et jusqu'au traité d'Amsterdam, donc en 1997, il y avait 2 commissaires pour chaque grand pays et pays plus peuplés.
hein, et un commissaire pour les pays moins peuplés. Cette prise en compte de la réalité a été annulée. Je dois le dire, malheureusement, c'est une concession que la France a faite à ce moment-là, que j'ai toujours regrettée. Hein. Je crois que nous aurons à nous interroger, c'est vrai, sur ces événements, parce que nous avons besoin de mieux faire fonctionner les institutions européennes. C'est vrai pour le Conseil européen, où la juxtaposition des différents discours, 27 États membres aujourd'hui, bientôt 28, bientôt, et nous souhaitons 35, va nous amener à revoir les institutions européennes et d'ailleurs l'architecture aussi de l'Union européenne. Nous irons de plus en plus, comme l'a dit le président de la République française devant le Parlement européen à Strasbourg la semaine dernière, vers une Europe différenciée. Et ça, il faudra évidemment des éléments à l'intérieur de cette Europe beaucoup plus intégrés, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'Union européenne élargie sera une Europe de seconde zone. Hein. J'insiste là-dessus. Nous aurons à trouver des projets stimulants pour l'ensemble des pays adhérents à l'Union européenne. Mais puisque vous avez fait l'honneur de nous accorder ce moment, je voulais attirer votre attention là-dessus. Nous aurons amené une réflexion institutionnelle ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Première ministre, de votre visite. Nous avons été très heureux, Daniel Auroy et moi, de vous recevoir et nous vous souhaitons, nous avons tous nos vœux vous accompagnent pour la réussite de votre processus de rapprochement et pour votre statut de pays candidat et bientôt l'ouverture des négociations. Alors je vais interrompre juste quelques instants pour raccompagner la vice-première ministre, mais restez là parce que nous examinons tout de suite le rapport de Jean-Pierre Dufaux sur l'accord de coopération entre la France et